Salut, je suis Mathieu Stéphanie et je vous présente La Martingale, un podcast qui vise à explorer le monde de la finance personnelle pour comprendre comment gagner à tous les coups. Qu'on ait 200 € par mois à investir ou 5 millions sur son compte en banque. On va pas se mentir, c'est un peu ambitieux. Mais les faits sont là. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas pris le temps de m'intéresser à tous ces sujets. Et il est temps que ça change. Abonnez-vous, des conseils gratuits, ça commence par là. Si le sujet vous intéresse, mais que vous n'avez pas le temps ou l'envie de gérer vos finances par vous-même, je vous suggère de prendre contact avec OTA Capital, qui sponsorise La Martingale. Leur métier est justement d'accompagner des gens comme nous dans la gestion de leur patrimoine privé ou professionnel. Il suffit pour cela de les contacter sur lamartingale@ota-capital.com ou en tapant directement OTEA sur votre moteur de recherche préféré. Bonne écoute. Bonjour à tous, je suis ravi aujourd'hui d'accueillir Martin Ménez. Martin Ménez qui est le patron, cofondateur de Bivouac. Salut Martin. Salut Mathieu. Alors Bivouac, qu'on trouve sur bivouac.com. Donc pour préciser, hein, on disait à l'instant, tu disais non à la con, mais non, pas tant que ça. C'est BEVOUAC. Voilà, d'où le nom à la con. Voilà, bivouac.com. Moi je trouve ça très bien, en tout cas ça sonne bien. L'idée aujourd'hui ensemble, c'est qu'on va explorer les bons investissements immobiliers en France. Alors par bons investissements, en tout cas, il y a plusieurs manières de voir un bon investissement immobilier. Il y a potentiellement la plus-value, c'est-à-dire j'achète un bien à 100 000, je le revends 200 000 2 ans après, a priori t'es content. Et il y a aussi potentiellement, j'achète un bien à 100 000, 10 ans après, il vaut toujours potentiellement 100 000, mais entre-temps, en revanche, le ratio par rapport au coût d'acquisition et le loyer qu'on va me payer sur ce bien est juste complètement incroyable. C'est un peu ça. Hein. Ouais, c'est marrant que tu parles de finalement la définition d'un bon investissement. Je pense que la définition d'un bon investissement, elle est un peu intrinsèque à chacun et tout le monde n'a pas peut-être la même définition. Ce qu'on constate aussi, c'est que parfois on a une idée assez arrêtée sur les choses et en fait, faut regarder dans le détail. Quand tu fais le calcul de bout en bout, effectivement, parfois on préfère avoir un peu moins de rendement, peut-être un peu plus de plus-value. Sur du long terme, finalement, on s'y retrouve aussi et c'est ça qu'il faut faire attention et s'arrêter un peu plus en détail. Donc, sachant que la plus-value, j'imagine comme le rendement indirectement, mais c'est quand même potentiellement un peu plus risqué parce que tu sais pas sur le temps que tu vas payer un bien. Généralement, on parle de 10, 15, plutôt même 15, 20, voire 25 ans. C'est sûr. On sait pas si dans 25 ans, alors on en parle dans un autre épisode sur l'immobilier avec Philippe Letringue dans La Martingale, mais l'immobilier peut-il se péter la gueule? Mais on sait pas à 10, 15, 20 ans si vraiment ça aura continué à augmenter, si ça sera pas divisé par deux. Donc ça reste un investissement. Ouais. Exactement. C'est sûr. Et effectivement, on peut faire autant de projections qu'on veut. On met les pieds dans un projet et l'avenir décide si on avait raison ou pas. Et par rapport à ça, je pense que ce qui est important, c'est surtout de faire un projet qui est en phase avec ses objectifs. Peut-être que on n'a pas les mêmes objectifs de vie et du coup de projet quand on a 30 ans et qu'on se lance dans l'investissement que 50. Et par rapport à ça, ouais. Et du coup, alors moi je me dis, souvent j'ai l'habitude de présenter ou d'échanger avec mes invités rapidement sur ce qu'ils font. C'est pas pour faire ta promo, c'est plus pour expliquer pourquoi tu es légitime sur ce dont on va parler. Donc Bivouac aujourd'hui, vous faites ça, c'est-à-dire que tu aides. Alors nous on se connaît depuis longtemps. Hein, ouais. Il se trouve que on a presque une relation d'étudiants slash coach accompagnateur dans une belle école de commerce à Paris. Il y a quelques années. Et toi, t'as lancé ce projet qui m'a toujours beaucoup intrigué et que j'ai toujours suivi avec beaucoup d'intérêt et de près. Et je suis ravi parce que ça perce. En gros, je résume et tu vas un peu plus loin après. L'idée, c'est de dire que moi quand je fais mes investissements immobiliers par exemple, comme j'habite à Paris, j'achète à Paris parce que c'est à côté de chez moi, je connais, si je dois faire des travaux, je dois y aller, s'il y a une fuite, je sais pas quoi, je peux me le gérer, etc. Je connais les prix, je suis rassuré, etc. Donc je fais ça. Et l'idée c'est de toi, tu peux me dire, écoute, Mathieu, c'est bien, t'as fait ces investissements, tu juges pas d'ailleurs, tu peux pas me dire t'as tort ou t'as raison, mais en revanche, moi je te propose une alternative qui est de dire, en ce moment, si tu vas acheter, alors souvent les premiers exemples que tu prenais c'était à Lille, tu vas acheter à Lille, il y a des bonnes opportunités, les prix d'acquisition sont pas chers et derrière, quand tu achètes un appartement à Paris que tu vas payer 400 000 €, tu vas le louer 1 200 € par mois, alors que si tu achètes
presque un immeuble à Lille, j'exagère, mais un petit immeuble à Lille que tu vas payer la moitié de moins cher, et ben tu vas avoir 2 fois plus ou 40% de plus de loyer là-bas. Et moi, pour ça, je gère tout pour toi. J'exagère dans les grandes lignes, mais c'est à peu près ça. Dans les grandes lignes, c'est ça. Et pour repartir d'où tu viens, de ce que tu viens de présenter, toi, tu fais des investissements à Paris parce que peut-être que tu as l'intérêt et la possibilité de faire ce genre d'investissement. Tout à fait. On s'est rendu compte en fait qu'il y avait plein de gens qui avaient peut-être premièrement pas la capacité tout simplement d'investir à côté de chez eux étant donné les prix du marché actuellement, et deuxièmement que ça faisait peut-être pas vraiment sens aussi pour eux. Je pense notamment à plein de gens qui aujourd'hui sont fait des années qu'ils sont en CDI, mais pour autant ils savent très bien qu'ils vont peut-être devoir bouger dans d'autres villes pour des raisons professionnelles ou simplement vouloir changer de cadre de vie d'ici là. Et donc nous on est là pour les aider malgré le fait qu'ils soient à Paris à investir dans de l'immobilier locatif, c'est acheter des appartements pour les louer exclusivement, et on le fait dans 8 villes aujourd'hui qui sont toutes des grandes métropoles de province qu'on a sélectionnées, qui sont donc, on a dit, je crois que j'ai en tête Lille, Rennes. Ouais, on a aujourd'hui donc Lille, Rennes, Nantes, qui sont 3 métropoles où le marché est très très dynamique et effectivement qui aujourd'hui ont vraiment le vent en poupe. On a Lyon qui est aussi on décrit plus, avec Paris qui fait partie des 2 marchés qui sont un peu hors normes sur ce territoire français. D'accord. Et ensuite suivent Rouen, Nancy, Grenoble et Le Havre, des villes où les dynamiques sont légèrement différentes. On pourra peut-être en parler d'ailleurs, mais où certains investisseurs trouvent leur compte dans ces villes-là. Et alors du coup, pourquoi pas, Bordeaux, Marseille, déjà 2 autres mégalopoles. Très bonne question. Et après, pour La Rochelle et Besançon, quoi, tu vois. Nous, notre métier, c'est vraiment d'accompagner nos investisseurs de la réflexion sur leur stratégie d'investissement en fonction de leur capacité. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire et quelles sont les stratégies qui font sens pour eux sur le marché français, et de les accompagner jusqu'au bout en passant par la case financement, travaux, trouver des locataires, etc. Mais le premier métier qu'on fait en amont, c'est vraiment sélectionner, analyser le marché. On analyse des données pour ça. On va récupérer notamment tout ce qui est évolution de la démographie. Bien sûr, on suit l'évolution des prix de l'immobilier. On va regarder, par exemple, le pourcentage de ménages locataires versus propriétaires, le pourcentage d'étudiants dans tel ou tel quartier. C'est ça qui nous permet de cibler aujourd'hui des zones. Et parlons de Bordeaux, par exemple, que tu as cité. Bordeaux, à l'inverse d'un Rennes qui a peut-être pris 12%, qui a pris par exemple 12% de plus-value en moyenne sur l'année 2018. Bordeaux, à l'inverse, on a perdu 0,1. C'est le cas de Marseille qui aussi a pris de valeur sur les 10 dernières années et qui aujourd'hui le marché continue de stagner. Donc nous, c'est vraiment notre rôle d'identifier quelles sont les villes et au sein de ces villes quels sont les quartiers qui présentent du potentiel à investissement locatif, à savoir on va chercher du rendement, mais aussi des perspectives de plus-value. Donc on analyse bien sûr tout ce qui est projet d'urbanisme, d'infrastructure. Et Bordeaux, est-ce que c'est un mauvais investissement pour autant? Peut-être pour certains oui, pour certains d'autres non. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il fallait mieux investir il y a 5 ans à Bordeaux qu'à Rennes aujourd'hui. Et là-dessus, donc si tu juste pour comprendre, quand je dis vous faites tout, parce qu'après j'ai plein de questions sur les travaux, j'ai plein de questions sur justement le rendement, qui doit louer, comment tu t'assures à tout ça, comment donc quand tu dis vous faites tout, quand je dis vous faites tout, c'est tu choisis l'appartement, tu le proposes, tu fais les travaux, tu trouves les locataires, tu m'assures qu'il y aura pas je sais pas, quand il y a une rotation, tu as une visibilité sur tous les combien de temps faut faire des travaux et remettre à neuf, tout ça est prévu comme ça, c'est béton armé, garanti. Alors, tu parles de garantie, c'est intéressant, et aujourd'hui on a bien conscience que les investisseurs recherchent une certaine notion de garantie. L'immobilier est, à l'inverse de d'autres placements, peut-être celui qui propose le moins de volatilité et peut-être un peu plus de garantie. Ça veut pas dire pour autant qu'il faut faire que l'immobilier, bien au contraire. Faut diversifier. Et on a bien pris conscience en étant sur le marché déjà depuis un certain temps que nos investisseurs recherchent certaines garanties. Aujourd'hui, on ne propose pas encore de garanties vacances locatives, etc. Ça fait partie des projets qu'on aimerait développer parce que on a vraiment pris conscience que c'est là où va aller le marché et on va être capable de proposer quelque chose qui soit entièrement packagé. On en est vraiment pas loin parce que avant déjà de proposer des vacances, une garantie par exemple sur la vacance locative,
on est déjà capable de s'occuper effectivement de trouver les locataires, proposer des garanties de vacances loyer impayé, bien sûr, comme beaucoup de gens le font, mais aussi tout en amont, on s'occupe par exemple du juridique. On va aller regarder avant que toi, investisseur, si tu passes avec nous, tu signes un compromis de vente, eh bien, on va aller vérifier, voilà, où est-ce que tu mets les pieds. Regarder par exemple tout ce qui est règlement de copro. Il s'avère que parfois on n'a pas le droit de faire de la location meublée, ça faut mieux le savoir avant. Tout ce qui est aussi, on peut pas se fier simplement aux simples déclarations de l'agent ou du propriétaire. On va pour ça du coup analyser tout ce qui est les 3 derniers PV d'AG. On va regarder aussi l'état de santé financier de la copro. Vraiment faire une analyse poussée en détail. Une fois qu'on a sélectionné voir s'il faut faire la façade, le toit, les caves, les basements et les choses comme ça, voilà. Ça fait, bien sûr, on n'est pas Madame Irma, hein, possible de dire s'il faudra refaire une façade dans 8 ou 5 ans. Maintenant, ça fait partie de notre conseil qu'on doit apporter à nos investisseurs, un certain recul là-dessus. Et... Sachant que j'imagine qu'avec le volume d'appart que vous gérez, tu me diras un peu combien, comment, mais j'imagine que tu peux savoir aussi, tu pourrais me dire, bah, moi, je sais que si tu me mets, je sais pas moi, 2 000 € de côté par an, je te garantis que tes travaux tous les 4 ans, ils seront pris en charge. Parce que souvent, ce que j'ai remarqué, moi, sur des apparts que j'ai pu louer à des étudiants ou des choses comme ça, c'est que typiquement, le truc relou, je t'ai entendu dire plutôt ce mot étudiant, c'est que l'étudiant, il y a une forme de vacances où il y a une rotation. C'est peut-être 2 ans, 3 ans, mais c'est pas... et la rotation, en plus, généralement, elle se fait, ils partent fin juin. Et puis quand les autres rentrent, c'est plutôt début septembre. Donc tu prends 2 mois dans la gueule, sachant qu'en plus, dans ces 2 mois, généralement, c'est double peine parce que faut quand même refaire un coup de peinture ou 2-3 trucs. Donc en fait, c'est 2 mois. Même pire, il y a des frais de remise en location après, quand t'es investisseur toi à Paris et que t'investis par exemple à Lille ou n'importe où ailleurs, il faut remettre en location et ça a un coût. Oui, c'est pas toi qui le fais, bien sûr. Donc, comme c'est pas chez toi et tout, etc. Exactement. Donc c'est triple peine, j'ai même envie de dire. Et alors pour ce faire, du coup, nous, la démarche qu'on a, elle est assez scientifique. C'est peut-être parce qu'on est des ingénieurs à la base, mais finalement dans chacun des bilans, donc des propositions d'investissement qu'on fait pour nos clients, on modélise bien sûr le résultat financier de l'opération en incluant du coup tous ces provisions qu'on vient mettre du coup en face pour une éventuelle vacance locative. On analyse du coup en fonction du type d'investissement, de la localisation, est-ce que c'est un T4 pour une colocation étudiante ou un T2, ça va pas être la même provision de dépenses pour vraiment vacances locatives qu'on va inclure dans le bilan. Tout comme les travaux d'aménagement, c'est de l'immobilier, c'est pas un placement sur un livret A, et on sait très bien et on avertit nos investisseurs que il y aura des frais de coups de peinture, comme tu dis, à remettre, et on vient du coup le budgéter et présenter à nos clients des bilans avec toutes ces charges prises en compte, y compris les frais de remise en location, de gestion, etc. Mais du coup, derrière, tu as une sorte de véhicule qui me permet de dire, moi, je mets, je sais pas moi, entre mon apport et mon emprunt, parce que j'imagine c'est quand même l'idée, toujours de leverager avec une banque, surtout en ce moment. Du coup, dire, si j'avais pas prévu tout ça, je devrais mettre 400 € de côté, ou même je devrais mettre 0 parce que c'est autofinancé, ou je sais pas, enfin ça tu me racontes. Mais finalement, comme j'ai ça en plus, faut quand même que j'en mette 200 de plus parce que au cas où ça arrive, comme il y a de fortes chances que ça arrive, aujourd'hui on n'a pas on n'est pas là. Nos gestionnaires suivent chacun de nos clients sur le long terme, et nous c'est notre rôle de leur dire voilà, cette opportunité là, il va falloir mettre un peu d'argent de côté, et on n'investira de toute façon pas avec n'importe qui. On conseille toujours d'avoir un matelas de sécurité, mais c'est quoi tes gestionnaires? C'est des internes? Non, aujourd'hui on externalise pour être présent dans le nombre de villes qu'on a sélectionné, mais on est actuellement en train d'ouvrir avec une présence locale dans plusieurs marchés pour pouvoir internaliser bien sûr dans un plus ou moins court terme ces métiers-là. Alors c'est quoi du coup les secrets pour bien acheter? C'est quoi on va commencer par là, j'avais de poser des questions sur les travaux. C'est quoi des travaux bien faits? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut savoir en 2019 que tu faisais pas avant? Est-ce que tu peux optimiser tout ça? Mais d'abord c'est quoi les secrets pour bien acheter, et comment tu trouves un bon rendement? C'est quoi un bon rendement? Enfin, j'ai plein de questions. Alors, fais-toi plaisir. Un bon rendement, mais je vais répondre avec tes questions une par une. Mais un bon rendement, déjà, c'est quelque chose qui se loue. Ouais. Parce que
c'est facile de tout de suite mettre une projection. Alors si tu t'amuses un peu à la regarder sur le bon coin, tu vas trouver des coins où tu as des rendements à 2 chiffres et plus encore. Après la réalité du marché, elle est tout autre. Nous, on est au contact d'investisseurs et d'opportunités tout le temps. On a des acheteurs du coup qui deviennent propriétaires à tout moment de l'année, et on constate que rien que par exemple on se rend pas compte forcément, mais il y a un énorme phénomène de saisonnalité sur certains marchés. Et devenir propriétaire en avril, c'est pas la même chose que devenir propriétaire en septembre. Donc ça se provisionne pareil de cette même façon. Ça veut dire qu'en avril le marché est beaucoup plus boule. Hein. Tout le monde veut acheter en avril, c'est ça? Non. Ce que je veux dire, c'est que quand on devient propriétaire d'un bien en avril qui est pas loué au préalable, c'est on va pas louer maintenant. Ouais, d'accord. Voilà. Ouais. Et ça, c'est des choses que, par exemple, on se rend pas forcément compte au démarrage. Et donc, qu'est-ce qu'un bon rendement? Ouais, c'est vraiment déjà quelque chose qui se loue. Sinon, il n'y a pas de projet qui tienne. Donc voilà, savoir anticiper tout ce qui est ces histoires de vacances locatives dont on vient un peu d'aborder le sujet. Et du coup, je sais pas, en moyenne sur tous vos apparts, t'as par exemple tu peux me dire ce que c'est aujourd'hui la moyenne on est à 7,56% de rendement brut en moyenne. D'accord. Alors ça, c'est le rendement, d'accord. Alors rendement brut, ça c'est donc chacun un peu a sa propre définition. Nous, la nôtre, c'est la somme des loyers donc la somme des loyers annuels sur le prix d'achat du bien, y compris les travaux. Parce que voilà, on estime qu'un bien, quand on l'achète entièrement rénové, on va l'acheter un peu plus cher. Quand on l'achète pas rénové, super, on peut se dire super à faire, mais si on met derrière 20 à 30 000 euros de travaux, ça n'aurait pas de sens de pas les comprendre bien sûr. dans le... Mais ce que j'allais te dire, c'est justement sur la vacance, c'est quoi le taux de vacances moyen? Tu as une idée, une visibilité, tu l'as peut-être pas en tête, mais sur tous les appartements que vous avez, est-ce qu'ils sont loués à 95% de l'année, du temps, je sais pas. Ouais, alors ça fait un certain temps qu'on fait ça déjà, mais ça serait mentir que ça fait 10 ans que je fais ce métier, 20 ans, donc je vais pas m'avancer sur. Par contre, on a des chiffres aujourd'hui. Nos biens sont en moyenne en vacances locatives de moins d'une semaine par an. D'accord. Donc et on fait beaucoup de stratégies étudiantes. D'accord. En fait, ce qu'on constate, c'est que derrière, on a il y a un vrai prime, un vrai intérêt à tu parlais de travaux, à vouloir réaménager son bien, le mettre vraiment au niveau top du marché. C'est ce qu'on fait du coup systématiquement. C'est hyper important ça, je crois. Ouais. Pour s'assurer tu me poses la question, c'est quoi un bon rendement, un bon investissement? C'est quelque chose qui se loue déjà. Ouais. Et que finalement l'effort à mettre dans la rénovation et même plus l'aménagement intérieur d'un bien, il est pas si conséquent, surtout qu'on est aujourd'hui en capacité de faire tout financer par les banques, et que ça vaut vraiment le jeu en vaut la chandelle, parce que demain c'est beaucoup plus facilité à louer. Quand des périodes de vacances locatives, on arrive à faire parfois un peu d'Airbnb. Tu veux dire que on peut tout financer aujourd'hui, même moi en particulier. Si demain je vois une banque, je dis je vais faire un investissement locatif, je vais acheter cet appart 150 000 euros, j'ai 30 000 euros de travaux et d'aménagement. Ils vont me dire ok, 180, c'est bon. C'est jouable. Non. Si j'ai 20 000 euros d'apport, 10 000 euros d'apport ou... Non. Je vais te répondre non. Pourquoi? Parce que déjà, ça dépend c'est quoi ta situation. Ouais. Il y a tout le monde, malheureusement, ne peut pas emprunter. Aujourd'hui, c'est quand même très facile. Il n'y a pas besoin d'être riche pour pouvoir emprunter. Ça, c'est faux. Pourquoi? Parce que, nous, on sait faire, par exemple, comment optimiser une transaction pour pouvoir faire financer, du coup, à près de 130%. On vient faire financer pour nos clients français en CDI en France, ce qui est encore toute une autre histoire quand tu es par exemple expatrié. On a aussi 2-3 clients à Singapour, Afrique du Sud, c'est pas du tout la même chose. Ouais. Mais pour revenons le cas simple d'un CDI en France, aujourd'hui nous on est capable de faire financer effectivement 130%. 130%. Donc 100% c'est la valeur du bien, et les 30% c'est les travaux et la cafetière, la machine à la télé et la PlayStation. Ça, en plus des frais de notaire, nos honoraires à nous y compris, les frais d'agence, effectivement tout l'aménagement. Voilà. C'est fou ça. Et avec des taux d'intérêt très bas. Donc ça veut dire que tu arrives à faire des choses que des gens arriveraient peut-être à faire tout seuls, mais en tout cas à financer des projets à des gens qui ont des salaires potentiellement assez bas, alors qu'on a un niveau de vie, j'imagine, ou un rythme de vie assez frugal, parce que mais tu disais tout à l'heure que tu as des clients qui gagnent 1 500 euros par mois et qui
et qui investissent dans l'immobilier. Je dirais que oui, il n'y a pas besoin d'être très riche pour investir. Je nuancerais sur le fait que voilà, il y a aussi des moments où c'est raisonnable ou pas raisonnable de faire. 1500 € net par mois, c'est aujourd'hui honnêtement un peu juste, mais pas besoin de gagner 2500 pour autant. Il y a vraiment voilà un monde entre les deux, et pas besoin surtout d'avoir effectivement beaucoup d'apports d'épargne de côté, puisqu'aujourd'hui le marché bancaire est assez voilà enclin à prêter à condition de s'adresser aux bonnes banques. Voilà, d'accord. Ça c'est aussi une autre histoire. Donc du coup, si je reviens sur des bons travaux, par exemple, c'est quoi le b.a.-ba, la base de ce que vous faites ou de ce qu'il faut faire selon toi? Alors aujourd'hui, faut bien comprendre que nos clients, nous, c'est la problématique, voilà, c'est de l'investissement locatif. Ça aurait pas de sens de mettre du roche-beaubois dans tous nos appartements. En fin de compte, c'est aussi ça qu'on essaie d'apporter, c'est un vrai retour, une expertise là-dessus. On a testé plein de choses, on a testé plein d'entreprises de construction différentes, on a testé plein de finitions. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que ce qui marche le mieux, c'est l'IKEA. On n'a pas de meilleur rapport qualité-prix en vrai. On tombe toujours sur l'IKEA. Ouais. Et puis ça va vite, c'est bien fait, c'est robuste, ça tient bien. Donc de la cuisine à la salle de bain, ou le sol, ils font peut-être pas. Non. Et après sur tout ce qui est le reste, enfin bien sûr ils font pas l'électricité, ils font pas les sols, les peintures, les huisseries, etc. Mais je dirais que sur l'aménagement, c'est globalement on met du IKEA à peu près dans tous les biens qu'on trouve, avec toujours. On va un peu au-delà, on essaie de toujours d'ajouter une petite part de déco, la petite touche qui fait vraiment la différence. Le petit papier peint qui va bien, qui coûte un peu cher, mais qui est pas juste sur un mur, donc ça va. La petite le petit lustre qui passe bien, qui vient de chez Med.com et qui a coûté 20% plus cher que chez Ikea. Non, je sais exactement. Ouais, mais c'est tout à fait ce qu'on fait. Voilà. Et après sur le gros, enfin vraiment l'aménagement, les travaux, je dirais qu'on fait du assez standard. On essaie toujours de mettre un petit coup de peinture aussi sympa dans un coin. Et sinon c'est changer aujourd'hui ces appareils électriques, c'est les appareils de chauffage, ça coûte pas si cher que ça, il y a des vraies économies aussi derrière à faire sur le long terme, puis c'est un vrai confort pour le locataire. Tu mets par exemple un thermostat connecté ou c'est pas nécessaire? C'est des choses effectivement auxquelles on réfléchit. Okay. Et aujourd'hui pourquoi pas proposer ça, c'est ce genre de petits plus. On a vu des investissements ou même des investisseurs qui proposaient des home cinéma à chaque fois, et pourquoi pas, encore une fois, un bon investissement c'est quelque chose qui se loue, donc c'est vrai, c'est quelque chose qui coûte peu cher finalement en investissement en démarrage, ça peut valoir le coup pour mon expérience là-dessus, c'est que en effet j'ai loué, je loue toujours d'ailleurs, mais un appartement un peu tout équipé, genre la machine à café, four micro-ondes, écran, il y avait même le petit dock iPhone Bose, etc. Le problème c'est qu'en fait quand le dock iPhone marche plus, tes locataires, ça fait 2 ans qu'ils sont là, ils t'appellent, ils disent le dock il marche plus. C'est quand même relou, tu vois. En fait au bout d'un moment, toi t'es professionnel, alors ça peut être bien fait parce que t'as la logistique qui est faite, mais quand t'es tout seul et que quelqu'un te dit c'est pour ça qu'on passe par des gestionnaires, qu'on a nos entrepreneurs sur place qui aujourd'hui font aussi le SAV sur qu'est-ce qui se passe derrière quand on a une télé qu'on a achetée toute neuve et qui marche pas. Ouais. Généralement on la remplace. Plus simplement on se dit on va pas aller la réparer, je sais pas quoi. Alors, désolé pour l'environnement, c'est faut la redonner à des recycleurs. Exactement. Il y a plein de sociétés qui font ça. D'accord. Et ok, donc et après très standard, mais et du coup je sais pas, est-ce que tu peux me parler d'un prix de rénovation au mètre carré, ou est-ce que tu peux me dire, je sais pas, sur aujourd'hui t'as un métrique à me donner un peu là-dessus? Ouais, rien de révolutionnaire. Franchement, en fin de compte, nous on avait fait plein de modèles pour assez complexes pour essayer d'estimer, parce qu'il faut bien comprendre que la problématique c'est quand on trouve une opportunité sur le marché. Il faut aller très vite, surtout sur les marchés tendus dans lesquels on travaille, et qu'on a besoin de très vite de se projeter, savoir combien de travaux on va pouvoir faire, etc. Tu dois modéliser tout ça. Voilà, on devait le modéliser parce que nous, on présente des opportunités à nos clients. Il y a le budget qui est cadré au démarrage et après on dépasse pas. Ouais. C'est aussi une des plus-values qu'on apporte finalement. C'est que dans une ville comme Lille, par exemple, à l'heure actuelle où on se parle, on doit mandater près de 50 000 € de travaux par semaine auprès d'entreprises de construction. Donc demain, on apporte une certaine garantie à nos clients par ce biais-là, parce que c'est des entreprises avec qui on travaille constamment et ils savent que s'ils font, il y a une petite finition, 200 000 € par mois, c'est pas rien, quoi. S'il y a une petite construction, voilà, une petite finition à refaire, ils vont pas nous la faire facturer. Ils nous la font pas facturer. On passe ça comme ça, voilà.
Et qu'est-ce que je veux dire? Ouais, on avait fait des budgets du coup pour être des modélisations plutôt très complexes pour essayer d'être capable de budgéter en amont sur un projet combien de travaux il fallait faire. En fait, on se résumait, on s'est rendu compte plutôt que des bonnes vieilles simulations à 1 000 € du mètre quand c'est totalement défraîchi et qu'il y a tout à refaire, vraiment du sol au plafond, cuisine, plomberie, électricité, etc. On n'a jamais eu une meilleure estimation que ça. Et puis on est plutôt sur du 500 € du mètre quand on fait plutôt une rénovation, on va dire un gros lifting, voilà, peinture, peut-être un chouïa d'électricité avec une pose d'une cuisine et puis aménagement intérieur. D'accord. Voilà. D'accord, 1 000 € et 500. On reste toujours là-dessus. Franchement, c'est ouais. Et quand tu vas à 1 500 € du mètre carré, c'est que tu fais un truc de nabab normalement. Voilà, mais peut-être que sur de l'investissement locatif, ça a peu de sens et finalement, on s'est jamais retrouvé dans ce genre de situation-là. Ok. Voilà. Top. Écoute, c'est assez intéressant. Et du coup, les villes. Donc tu me disais Marseille, Bordeaux. T'as des villes, donc t'as un tir, t'as des choses. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quand même des endroits où ça se désertifie à mort. Alors c'est peut-être des villes qui sont pas universitaires ou des villes où en fait les centres-villes se vident totalement de commerce, etc. Tout part soit sur Internet, soit sur des zones commerciales aux alentours et voilà. On parle d'immobilier, mais vraiment pour nous, il y a plusieurs marchés d'immobilier rien qu'au sein du marché français. Ouais. On a d'un côté Paris et Lyon qui sont vraiment sur 2 autres planètes. À l'inverse, on a un vrai phénomène de désertification des milieux ruraux. Alors on est sur une politique, une phase d'urbanisation. Pour combien de temps encore? Je pose la question, mais vraiment aujourd'hui on a les petites villes et qui se vident au bénéfice des grandes métropoles de province qui on le constate ont pris vraiment beaucoup d'ampleur. On parle de Rennes qui a pris 12% en 2018, d'autres villes qui sont sur un plein boom comme ça aussi, parce que ce sont ces métropoles qui en fait attirent l'emploi. Et qui dit emploi, dit mouvement de population, dit augmentation de la demande à la location, à l'achat. Et il y a plein d'autres phénomènes qui se joignent à ça, des projets d'urbanisme, bien sûr, d'infrastructures, qui ont vraiment conduit à ce que ces grandes métropoles aujourd'hui prennent de la valeur. Et c'est sur ces phénomènes-là qu'on veut aujourd'hui qu'on travaille pour en faire bénéficier nos clients. Et donc du coup là-dessus, si moi demain j'arrive avec, je sais pas. Alors on va dire 10 000 ou 100 000 euros. 10 000, je peux peut-être pas faire grand-chose, je sais pas. Et que j'ai, je sais pas, j'ai 300 € à mettre par mois. Voilà, on va commencer là-dessus. Tu me recommandes quoi? Pas forcément que chez vous, mais dans l'absolu. Tu me recommanderais quoi? Ok, non, type d'investissement. Ouais. Alors la première question, c'est déjà, effectivement, on parle budget, on parle, surtout quels sont tes objectifs. Aujourd'hui, est-ce que c'est un achat avant ta résidence principale? Est-ce que t'es dans une position d'avoir déjà en possession de ta résidence principale, peut-être même une résidence secondaire ou peut-être d'autres investissements? Pas du tout la même chose. Suivant le cas échéant, on va faire peut-être dans un cas, on va créer une société, on va faire une SCI pour optimiser fiscalement avec d'autres investissements que tu feras à la suite. À l'inverse, si t'es pas propriétaire actuellement, pour nous, ça fait sens d'investir dans des opportunités qui vont être le plus neutre possible financièrement. Ouais. Pas demain se bloquer, soit réinvestir, soit acheter une résidence principale ou une maison à la Cano, si jamais c'est ça ton projet de vie. Bon bref, pour dire, c'est qu'on fait vraiment un point avec chacun de nos clients en amont. Quand tu dis neutre, c'est-à-dire que ça me coûte rien par mois à peu près. C'est l'idée. C'est ça. Ouais. C'est ça. Du moins aux yeux de ton banquier. Ouais. Puisque c'est vraiment ton banquier qui demain déterminera est-ce qu'il va te reprêter pour faire d'autres investissements ou une résidence principale. Et donc si on reprend ta situation avec 10 000 €, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Peut-être 300 € à mettre d'effort d'épargne par mois dans un projet. Alors là, je vais me donner un exemple, par exemple qu'on a réalisé récemment, ou plutôt un exemple qu'on fait très souvent. On arrive à trouver dans une ville de Lille que tu nommais aussi précédemment encore des colocations. Donc on achète des T4. On vient être en Lille intramuros. Il y a 2 ans, on les achetait peut-être en dessous de 200 000 €. Aujourd'hui, on les achète plutôt 220, 230, 240. Donc un 4 pièces.
Un 4 pièces, ouais. En plein centre de Lille, avec le métro à moins de 200 mètres, des commerces, etc. Lille qui est une ville où il y a 60% de ménages locataires versus propriétaires, 23% d'étudiants, qu'on loue du coup qu'on remet à neuf et qu'on loue en colocation, où on peut espérer du coup des rendements bruts de l'ordre de 6 à 8%. D'accord. Donc du coup, après, tout dépend de l'apport que tu mets dedans, mais si on parle de 10 000 euros, je vais dire à vue de nez, pour me rappeler des opérations qu'on a fait, financées sur 25 ans, avec du coup tout le reste emprunté, je dirais que ça sort en effort d'épargne autour des 100, 150. Voilà, tout en prenant en compte nos projections de dépenses qu'il faut provisionner de côté pour tout ce qui est remise en location, travaux pour imprévus et puis vacances locatives. Donc l'idée c'est de dire que si j'arrivais avec un plus gros effort au début et puis une période plus courte, parce que je me dis là je viens sur une autre option, je sais pas, je dis j'arrive avec 30 000 et je voudrais mettre 0 par mois, tu peux réussir à faire aussi des trucs potentiellement totalement neutres. Mais même pour beaucoup moins que ça, ouais, tout à fait, ouais. C'est fou. Et donc aujourd'hui Lille, ça a été un peu votre terrain d'expérimentation, c'est ça? Lille, c'était un terrain d'expérimentation. On avait, moi, mon associé y avait étudié un temps, mais on était surtout tombé là parce que en regardant les statistiques, on s'est rendu compte, Lille, c'est 1 heure de Paris. On a un marché qui vaut 3 fois moins que le marché parisien. On met moins de temps à aller à Lille qu'à Cergy, pour la petite histoire. Ouais. Et on a vraiment une dynamique là-bas avec une démographie qui est en pleine croissance, une position aussi intéressante vis-à-vis des vraiment de plein d'industries qui se développent, notamment sur la logistique, etc. Le fait que Lille soit aux encablures de Londres, d'Amsterdam, pas très loin, etc. Il joue beaucoup et le marché de l'emploi lillois est vraiment en bonne dynamique. Ce qui fait que aujourd'hui ça se vérifie. 2 ans après, on achète des appartements 30 000 euros plus cher que ce qu'on les achetait à l'époque. Et donc Lille, on y est arrivé là-bas. On a vu du coup qu'on était pour un prix de l'immobilier 3 fois moindre qu'à Paris, on trouve des rendements 2 à 3 fois supérieurs. Ok, c'est assez intéressant. Ouais. Du coup, l'apprentissage là-dessus, il se fait sur Lille. Après, tu vas regarder. Donc tu disais Rennes, Lyon. Vous faites, tu m'as dit un petit peu, et pas Paris. Non. Parce que Paris, c'est vraiment trop cher maintenant. C'est plutôt le rendement est mauvais. C'est plutôt que ça correspond pas tant aujourd'hui à la problématique d'investissement de nos clients actuels. Oui, parce qu'en plus, aussi, je peux me dire que pour beaucoup de gens, beaucoup de Parisiens, en tout cas, qui ont peut-être des moyens, ils se disent j'ai pas besoin de bivouac pour le faire. Non, c'est pas tant ça. On en a qui nous demandent mais quand est-ce que vous ferez Paris, on se réserve pas de le faire un jour. Et on en a qui sont demandeurs. La majeure partie de nos clients avaient envie de se lancer aussi sur des budgets un peu plus faibles et en dessous de 200, 250, 300 000 euros. Qu'est-ce qu'on a à Paris aujourd'hui? C'est des petites surfaces, des très petites surfaces qui sont pas très rentables, où en fait on vient vite faire un projet qui va nous bloquer. La bonne vieille chambre de bonne, dégueu, à 75 mètres carrés. Ah, 7 mètres, 75 mètres carrés, 7 mètres et demi, pardon. Une grande chambre de bonne à 75 mètres carrés. 7,5, que t'as pas le droit de louer légalement, j'imagine, c'est ça. En plus, et puis, vu que, en plus, nous, on gère tout, que pour nos clients qui sont parisiens comme basés à Singapour, c'est la même chose, d'investir à Lille ou à Rennes. Du coup, ils nous font confiance et assez vite, quand on leur montre les chiffres, ils sont assez tentés d'investir dans ces villes-là, sachant que vraiment la politique, c'est eux, ils sont pas partis pour y vivre. Et le projet, c'est de faire des opérations qui soient, d'en faire une, peut-être d'en faire 2, d'en faire 3, d'en faire 4. Actuellement, on a des clients qui effectivement en font une tous les 6 mois avec nous et on est super contents par rapport à ça. Sachant qu'évidemment, le risque quand tu te lances à donf là-dedans, c'est quand même que tu te retrouves avec dans 5 ans ou 10 ans une sorte de méga crise. Je dis juste parce que moi quand j'entends ça, je me dis c'est bon, j'y vais. On parlait avec mon associé Laurent Crête là tout à l'heure, mais je me dis j'en achète 10 quoi. Faut y aller quoi. J'en achète un à Lille, un à Rennes, un à machin, puis j'y vais, et puis on met un peu d'argent. Tu leverais déjà mort sur les banques, mais bon, dans 10 ans tout se pète la gueule, il y a plus de gens qui louent. Moi faut quand même que je rembourse la banque.
Eh ben, tout à fait. Alors plus de gens qui louent, c'est autre chose que les prix descendent de 50%. On est sur un marché cyclique, donc bien sûr. Je pense que je suis prêt à mettre ma main à couper qu'aujourd'hui, par exemple, Paris vaut moins cher que ce que ça vaudra dans 20 ans. Maintenant, je suis certain d'ici là, on va connaître des baisses comme on a connu dans les années 90 ou autres. Et il y a deux choses. Est-ce que les gens enfin, tu parles de méga crise, on reste sur l'investissement, on prend des risques. C'est sûr que Saint-Étienne, c'était pas le bon placement à faire. Il y a pas plus tard que 5 ans, ça a perdu 21% rien que sur les 5 dernières années. Ça veut dire qu'il y a moins de locataires. Ça veut dire que là, oui, effectivement, c'est pas... Oui, parce que j'allais dire, sur une stratégie de rendement, finalement, tu t'en fous. Si tu l'as loué pendant les 5 ans, que ça a perdu 21%, mais que t'es parti sur 15 ans, il est possible, voire probable que finalement mais c'est pas sûr. En l'occurrence, t'as raison. Enfin, c'est pas sûr, parce que si ça perd moins 21%, c'est quand même que la tendance du marché, elle est mauvaise, que l'emploi est peut-être pas là, que les étudiants viennent plus là-bas, et que finalement, il y a un report sur Lyon, et que dans 5-10 ans, ça aura pris moins 50, quoi. D'où toujours, effectivement, la question qu'il faut se poser au démarrage, c'est où investir et où bien investir, parce qu'il y a des marchés qui sont sûrement qui sont plus porteurs que d'autres, tout simplement. Okay. Mais je dirais que on n'est pas à l'abri d'un retournement de marché, très clairement, et je pense qu'on en connaîtra, c'est certain. Pour autant, je pense que le jour où ça se produit, ça sera même aussi un moment où acheter. Ouais, c'est ça. Ce que je veux dire par là, après, c'est aussi que faut pas y aller tambour battant en faisant que ça, comme tu le disais, c'est une partie de ton. Il faut pas faire que ça. Ouais. Il faut le faire bien. Il faut du coup pas aussi se lancer dans des opportunités qui à vouloir absolument chercher des rendements faramineux. Attention, oui, mais est-ce que derrière vraiment ça se loue? Ça, c'est une vraie question. Deuxième point, c'est donc voilà, bien faire attention où est-ce qu'on investit, et peut-être pas se lancer dans des investissements qui génèrent aussi trop d'efforts d'épargne pour soi, pour pas que ce soit trop lourd à porter si jamais demain on a un locataire qui est pas là, si on a ces cartes à côté, exactement. Ouais, c'est simplement. Voilà. En gros, si je veux faire un bon investissement, je me débrouille pour évidemment donc bien acheter, trouver l'endroit où il y a un bon rendement, donc payer moins cher que le marché, le bien immobilier, c'est toujours bien, ouais. Potentiellement avec des travaux, c'est souvent plus intéressant qu'un truc tout neuf. Oui, parce que on constate que deux biens vraiment mis en même temps sur le marché, identiques, celui qui a juste le petit côté, c'est du marketing, mais le bien qui a été juste entièrement refait, ou même le simple coup de peinture avec des photos, voilà, c'est ça, ça marche vraiment, et les gens se l'arrachent, alors que le bien à côté va peut-être être tendance à être un peu moins mis en valeur. Donc on va chercher sur le Bon Coin et PAP les trucs pourris, sans photo éventuellement, parce que sans photo c'est généralement que c'est dégueu quand même, parce que quelqu'un qui a un beau bien il va mettre des photos. Alors ouais, nous pour ça on a des algorithmes qui vont scanner toutes les plateformes immobilières que tu connais sûrement, Se Loger, Le Bon Coin, etc. Après je te cache pas qu'aujourd'hui 75% des opportunités que nos clients achètent, c'est finalement des professionnels qu'on connaît à force de chercher tous les jours sur Rennes, tous les jours sur Nantes, tous les jours sur Lyon. Eux nous font remonter des bonnes opportunités avant même qu'elles atteignent des Se Loger ou des Bons Coins. Ils te les proposent avant. Ça c'est vraiment le unfair advantage qu'on a en passant par pas mal de gens qui font du volume comme Bivouac. D'accord. Et alors du coup en les autres secrets, on a dit bien acheter, potentiellement prévoir des travaux, faire des bons travaux et investir dedans, sans trop investir, mais pas rechigner là-dessus. Juste ce qu'il faut, ouais. Juste ce qu'il faut. Donc ça c'est une courbe d'expertise que tu apprends, mais pas hésiter quand même à vouloir créer le coup de cœur. Je pense que c'est. Vous avez une newsletter ou un truc comme ça sur lequel tu parles un peu de tout ça. C'est pas mal ça, ou ton associé d'ailleurs, hein, mais on a notre responsable marketing qui envoie effectivement une newsletter tous les jeudis à 15h où on parle des différentes actualités immobilières, on donne aussi des exemples de projets pour que les gens voient un peu la démarche, la réflexion qu'avaient nos clients, et puis qu'est-ce qu'on en a fait derrière. Ok. Et après, donc bien loué, puisque tu l'as dit, hein, un bon investissement, c'est un truc qui est loué. Ça semble basique, mais en effet, voilà. C'est facile de chercher du 15% de rendement dans la banlieue est de La Rochelle. Et t'as dit plusieurs fois étudiant, mais t'as dit aussi plusieurs fois colocation. Ouais. La colocation, c'est pas mal parce qu'en fait, ils partent pas tous en même temps. Donc, t'en as toujours un qui reste, il y en a un qui remplace l'autre, etc. C'est ça, hein? Il y a ça. Le gros avantage surtout de la colocation, ce qu'il faut savoir, c'est que généralement,
sur le marché, plus la surface est petite, plus on l'achète cher au prix au mètre carré, plus on la loue cher aussi au prix au mètre carré. Et finalement, la colocation, on se place dans on loue chambre par chambre, ou du moins le loyer est fixé justement avec un prix à la chambre, où du coup la chambre vient directement concurrencer le studio. Donc, sous-entendu, on vient louer au prix d'un studio une chambre qui fait partie d'un appartement qui a un T3, un T4, un T5, qu'on achète moins cher au mètre carré, ce qui permet de maximiser vraiment du coup le loyer. Finalement, on se retrouve dans une position où le loyer au prix au mètre carré est très élevé par rapport au prix à l'achat, et c'est là où on arrive à trouver de bons rendements. Et après, donc il y a toute la partie gestion, donc ça veut dire bien louer, avoir du monde tout le temps. Et enfin, le secret final potentiellement, c'est pas le cas de tout le monde, c'est bien vendre aussi. Bien vendre, et avant ça, il y a même tout ce qui est fiscalité. On n'en parle pas assez, mais c'est un aspect hyper important qu'il faut anticiper même avant nous on fait un point avec chacun de nos clients avant de se lancer dans une opportunité. Oui, parce que donc on est d'accord que quand tu rentres si t'es déjà très fiscalisé, notamment en IR, alors peut-être que t'as des histoires de SCI, mais si jamais je loue un appartement, je loue 1500 € par mois à une coloc, par exemple, ça va augmenter mes revenus de 1500 €. Donc si j'ai 30-40% d'impôts en impôt sur le revenu, je vais me taper sur les 1500 €, 40% en moins. Alors ça c'est quand... Est-ce que tu as déjà entendu parler du régime par exemple LMNP au réel? Bien sûr. Bon, il a vu ma gueule. Je crois que j'ai pas fait assez de poker face. Mais écoute, ça c'est quand tu choisis le mauvais régime fiscal. D'accord. Parce que en fait il y a aujourd'hui, tu sais peut-être pas, mais t'as le choix entre plusieurs régimes fiscaux différents, et il en existe certains. Et encore une fois, nous c'est un calcul qu'il faut faire en fonction de chaque projet et de la situation de chaque client, et on conseille pas la même chose à n'importe quel client, parce que il y a une optimisation à faire sur chacun des cas, mais pour donner moi je connais un investisseur là qui a récemment investi 10 000 € d'apport, un appartement à 200 000, je crois que c'est 250 000 € budget total, une colocation justement à Lille, où ça ne lui génère pas d'impôt pendant les 8 premières années du fait de ce régime fiscal, par exemple le LMNP au réel. Pour expliquer rapidement, c'est quand on vient meubler un bien, l'État nous permet du coup d'appliquer certains régimes fiscaux. Il y a aussi des conséquences sur notamment les durées des baux. On est sur des durées d'1 an au lieu de 3 quand on a location nue. Et l'avantage de pouvoir faire ça, notamment en appliquant le régime réel, c'est de pouvoir déduire tout un tas de charges, notamment les travaux que tu vas faire dans ton bien, les frais d'acquisition, les frais de notaire, etc. Et également amortir une valeur du bien pour finalement du coup se trouver dans cette situation-là où on ne vient pas payer d'impôts, voire très peu sur les années au moins les premières années de ton investissement. Donc ça, c'est tous les avantages qu'on peut avoir en se débrouillant pas tout seul et en étant accompagné. Donc on peut le faire aussi en ayant un conseiller fiscaliste, un conseiller en gestion de patrimoine, etc. Ou passer aussi par des plateformes comme Bivouac. C'est hyper intéressant. Écoute, moi tout ça, ça me donne quand même envie de. Alors ça va mal se passer ce podcast parce que je sais pas, je sais pas quoi faire. Je vais investir dans des cryptos, dans du. Voilà. Il faut diversifier. Le cannabis, le porno. Non, j'ai pas encore. Je passe les bons plans là. Écoute, le pinard bientôt aussi. C'est assez. Faut investir dans les trucs qui te font kiffer. C'est assez intéressant en tout cas je sais pas sur quoi tu dis ça, le cannabis, le porno ou le pinard. Non, je parlais de pinard. Et écoute, c'est très intéressant et c'est intéressant toujours d'avoir des visions de personnes qui font ces choses-là beaucoup. Donc vous avez fait combien d'apparts vous avez acheté On a fait investir là en l'espace de 2 ans 26 millions d'euros. Donc un nombre de biens à peu près. Ça fait une centaine de projets. Centaine de projets. On a dépassé la centaine de projets. Ouais. D'accord. 260 000 € par projet en moyenne, d'accord. Ouais, c'est assez chouette et du coup ça s'accélère, j'imagine, et du coup vous avez une courbe d'apprentissage assez folle. Exactement. Attends, et c'est quoi le modèle, parce que du coup je te paye comment moi? Nous on est 100% au succès. D'accord. En fait, on est rémunéré uniquement lorsqu'on a trouvé un investissement, on va dire chaussure à notre pied, à notre client, et qu'on l'a accompagné jusqu'au bout.
Voilà. Donc nous, on est financé d'ailleurs par la banque. On prend des honoraires. Après, voilà, que notre client devienne propriétaire. Et on a une vraie volonté d'être transparent sur nos honoraires, etc. On a choisi d'opter pour un forfait fixe. En fait, il y a plusieurs fourchettes en fonction du prix d'achat du bien. Ce à quoi on ajoute aussi 20% de la baisse de prix qu'on négocie pour nos clients. Voilà. Si jamais on négocie 10 000 euros à la baisse, moi c'est 20%, 2 000 euros du coup qui vont rémunérer mon négociateur et 8 000 euros pour notre client. C'est quoi ta martingale à toi, Martin? Ma martingale, moi je dirais que c'est qu'aujourd'hui quand on creuse un peu, il y a pas besoin d'être riche pour investir dans l'immobilier. Alors faut pas faire que ça, mais en fait on s'est rendu compte que si on le fait bien, c'est assez relativement facile de se constituer un patrimoine. J'ai plein de clients qui viennent me voir en me disant mais je pensais que, qu'est-ce que je peux faire avec ci, avec ça? Finalement, ils savent pas. Et quand on leur montre que par la simple connaissance du marché, l'assemblage de tous ces corps de métier, la gestion, la fiscalité, le financement, etc., on arrive à faire des projets qui leur permettent de se constituer un patrimoine sans qu'ils mettent trop d'efforts de leur part. C'est on les voit partir avec des sourires, on est content. L'avantage d'être riche, c'est que tu peux faire ça en x10 ou x100, quoi. C'est-à-dire que j'arrive et je te dis, vas-y, trouve-moi 15 appartes dans toute la France. C'est le unfair advantage, je te l'accorde. Et il y en a qui en profitent bien. Ok. Eh ben écoute, c'est passionnant et on te retrouve toi sur LinkedIn, Martin Ménez, hein. Il y en a peut-être plein d'autres sur je sais pas, ton réseau, je sais pas, Twitter ou d'autres choses principalement. Sur LinkedIn, LinkedIn et puis sinon sur notre site bivouac.com et puis on s'abonne à la newsletter, mais surtout on s'abonne à la Martingale et à la newsletter et puis on comptera sur toi pour relayer à tes abonnés tout ça. On n'y manquera pas. Et dire à tout le monde que si ce podcast vous plaît, que vous êtes là au bout de 45 minutes, c'est que a priori ça vous a pas trop saoulé. Donc notez 5 étoiles sur iTunes, ce podcast c'est important. Mettez un petit commentaire, partagez-le avec des amis avec qui vous voulez investir ou avec qui vous dites lui ça va l'intéresser. C'est hyper important, par mail, bouche à oreille, WhatsApp, texto. C'est comme ça qu'on fait connaître nos podcasts et voilà. Je te remercie Martin pour ton temps. Merci beaucoup Mathieu. Et bravo pour tout ça, c'est passionnant vraiment et on va explorer les investissements dans toute la France. J'ai une dernière question quand même. Tu vois que je voulais te poser, que j'ai pas posé. On parle de la France. Moi, pendant longtemps, 2-3 fois, comme beaucoup, je suis allé à Berlin, par exemple, et je me dis non mais Berlin, c'est n'importe quoi en fait. Tu vois, t'es sur une belle ville, il y a plein de beaux quartiers, il y a plein de choses, et je crois que ça a augmenté pas mal. Mais Berlin, il y a 5 ans, c'est n'importe quoi. Ouais, et c'est plus le cas maintenant. Si, il y a encore plein de choses à faire. Honnêtement, il y a plein de choses à faire. Moi, pourquoi vous faites pas Berlin? Parce que on a déjà l'ambition de devenir leader sur ce marché de l'investissement locatif et ça demande du temps. Ouais. C'est beaucoup de monter en compétence sur tous ces métiers et déjà on est super content de voir que des clients font plusieurs opérations avec nous et sont satisfaits. Le futur, effectivement, on a déjà deux trois pistes. Je suis allé par exemple à Istanbul rien que l'an passé. Il y a des superbes immeubles en plein centre-ville. On est à se demander mais qu'est-ce qu'on peut en faire. Enfin, moi-même, je résidais dans un Airbnb qui était entièrement refait à neuf. Tout l'immeuble était comme ça. Quand on regarde les prix, parce que forcément après quand on travaille dans l'immobilier, on a une formation professionnelle où à chaque fois qu'on se balade, on fait un tour par les agences pour voir. Et il m'est arrivé de m'arrêter devant des affaires. Tu te dis mais pourquoi j'achète pas ça pour le prix d'un studio à Paris. On a pas mal de choses là-bas. Mais après, pour autant, voilà, l'étranger, ça demande d'être. Nous aujourd'hui, on n'est pas légitime et d'autres lois, d'autres fiscalités. C'est une autre fiscalité, c'est d'autres lois, c'est toutes des enjeux politiques aussi qu'il faut vraiment maîtriser. Potentiellement des histoires de monnaie. Exactement, exactement. Complexe. Et c'est alors on fait investir des gens qui habitent ailleurs qu'en France, mais aujourd'hui investir ailleurs qu'en France, c'est encore une autre paire de manches. Après cette question subsidiaire sur Berlin et l'international, je te remercie 1000 fois Martin. Merci à toi Mathieu. Bivouac.com, bevouac.com et à bientôt sur la Martingale. Salut. Salut. Merci d'avoir écouté la Martingale.
Si ce podcast vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous et de vous abonner à la newsletter sur lamartingale.io. Si vous trouvez 2 minutes, merci également de lui donner 5 étoiles sur iTunes si vous êtes sur un environnement Apple. C'est important pour faire émerger ce podcast dans les classements. Nous revenons dans 15 jours avec un nouvel épisode. Je tiens à remercier particulièrement OTA Capital, sans qui ce podcast n'aurait pas été possible. N'hésitez pas à faire un premier rendez-vous avec OTA Capital et à me dire ce que vous en avez pensé. Vous pourrez les contacter directement sur leur site internet ou sur le mail lamartingale@ota-capital.com. Ce podcast est produit par Cosa Vostra. Je remercie toutes les équipes de production, en particulier Camille, Fatma et Dalanda.